Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Petit changement de décor maintenant que je suis dans ma maison. Donc petit studio ici YouTube qui va prendre forme petit à petit au fur et à mesure des vidéos. Alors aujourd'hui on a une activité assez chargée autant aux États-Unis qu'en France. On va aussi parler d'actions naturellement avec une grande capitalisation, une moyenne capitalisation sur PEA et une grande capitalisation de l'autre côté sur USA pour diversifier sur nos CTO. Allez, on commence avec d'abord l'élection américaine qui a subi quelques rebondissements suite à la tentative d'assassinat de l'ex-président Trump qui, en tournant la tête, a évité une balle qui lui a simplement perforé l'oreille. Apparemment, il y aurait eu des manquements au protocole de sécurité des services secrets américains qui ont laissé poster un tireur isolé qu'ils avaient repéré en amont. Hélas, c'est un classique, si j'ose dire, dans l'histoire politique américaine. Donc cette position de survivant conforte davantage Trump, bien sûr, pour l'élection présidentielle américaine de novembre prochain. Suite à un débat aussi où il est sorti quand même vainqueur contre un président sortant, Biden, qui était quelque peu diminué, il faut le dire. Et la santé de Biden, bien sûr, elle est en doute depuis un certain temps sur ses capacités mentales notamment. Alors sur les marchés actions américains, moi je m'attends à une ouverture en hausse du S&P 500 dans un contexte où la probabilité de victoire du candidat pro-business Trump augmente significativement. Alors bien sûr, la probable élection de Donald Trump aura aussi des impacts, on va le voir, au niveau international, sur les principaux conflits. On pense à l'Ukraine notamment, on aura l'occasion d'en reparler cet été. Affaire à suivre donc pour les élections américaines. Alors avant de passer à l'Europe et à la France, un mot sur les taux d'intérêt aux US. L'inflation, elle a continué sa renormalisation. Aux États-Unis, là, on est à 3,0% ce mois de juin dernier. Donc là, dans ce contexte, je pense qu'on peut s'attendre à que le taux directeur américain reste tout de même à 5,50% pour fin juillet, pour leur réunion de fin juillet. Ensuite, je pense qu'on peut s'attendre à une première baisse de taux pour la rentrée, donc pour le mois de septembre, avec une inflation qui serait attendue à 2,5% aux États-Unis. Donc on reste dans un contexte où le coût de financement à court terme reste plus sélectif sur des entreprises qui se financent en US dollars en 2024, dans un contexte qui favorise les grandes capitalisations matures et pénalise les plus petites en développement. Et qui, si on se projette sur 3 semestres, disons, devrait redevenir plus attractive fin 2025 pour les petites et moyennes capitalisations US. Alors un mot sur l'élection française, bien sûr. Comme attendu, les Français ont tranché par leur vote en ne donnant aucune majorité absolue. La France est donc très difficilement gouvernable. Il sera difficile dans ce contexte de nommer un Premier ministre qui ne serait pas sous le feu de mentions de censure dans ce contexte. Donc aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que ça va inciter à un statu quo, comme je te l'avais annoncé, et donc à un faible potentiel de réforme majeure. Même par décret où l'on imaginerait mal le président Macron signer un décret pour défaire sa propre réforme des retraites, renoncer à la flat tax ou encore augmenter les impôts sur les 15% qui gagnent le plus. On en saura bien sûr plus ce 18 juillet prochain avec potentiellement le nom du prochain Premier ministre qui sera à la tête d'un gouvernement technique pendant potentiellement un an. Dans ce contexte de marché, certaines actions françaises devraient reprendre ce qu'elles avaient perdu en bourse pré-dissolution de l'Assemblée nationale. Je pense à Eiffage ou Vinci notamment. On va en parler juste après ça. Alors, côté taux d'intérêt d'abord à court terme, l'inflation en zone euro, elle est à 2,6% en juin. On arrive à l'objectif des banquiers centraux petit à petit, ce qui a déjà permis une première baisse des taux d'intérêt en juin 2024, donc le mois dernier, comme attendu avec moins 0,25%, ce qui nous a amené à 4,25% de taux directeur en zone euro. Ce mois-ci, pour la Banque Centrale Européenne, moi je m'attends à une pause ce jeudi 18 juillet pour Christine Lagarde avec une clarification sur les prochaines baisses de taux à venir. Dans ces conditions, moi je m'attends aujourd'hui qu'elle annonce qu'elle verrait bien une baisse de taux de moins 0,25% en septembre et une troisième baisse de taux d'un quart de point en décembre. Ce qui porterait le taux directeur en zone euro à la fin de l'année 2024 à 3,75%. Alors aussi on va regarder les taux long terme des obligations d'État françaises, donc avec les acteurs du marché obligataire qui semblent aujourd'hui rassurés par une Assemblée nationale sans majorité absolue, avec des taux 10 ans français qui repassent sous les 3,15%, avec des auctions, donc des enchères d'obligations du Trésor français, qui restent souscrites à ces niveaux sur le marché primaire. Pourtant, à mon sens, il y a quand même un risque important qui demeure sur la capacité de l'État français à faire voter un budget à l'équilibre. Aujourd'hui, moi, j'estime les chances à très faible
qu'un gouvernement d'alliance avec la gauche et le centre arrive à boucler un budget à l'équilibre pour l'automne. Ma prévision aujourd'hui, ça reste une dette de la France qui dépasserait les 3500 milliards d'euros pour la fin de l'année 2024 et un budget qui resterait à plus de 5% de déficit cette année aussi. Donc moi aujourd'hui, je vois un marché obligataire qui me paraît à risque en cas de dégradation à nouveau de la note de la France sur les taux long terme français. Donc personnellement, sans surprise, ce que je t'ai partagé, moi dans ce contexte, j'ai autant d'éléments qui me font préférer des actions de qualité plutôt que des fonds obligataires et notamment des actions dont le chiffre d'affaires est exposé dans des zones de croissance mondiale comme les États-Unis ou la Chine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va regarder de plus près 3 actions. Alors, on commence avec l'action Vinci. Cette grande capitalisation de 60 milliards d'euros du CAC 40 cote aujourd'hui à 105 euros l'action, après avoir été sanctionné par des risques de nationalisation des autoroutes. Aujourd'hui, Vinci dispose d'un positionnement de leader français dans la construction et les concessions d'autoroutes ainsi que l'ingénierie électrique. C'est un grand groupe qui rentabilise les plus importants portefeuilles de concessions d'infrastructures de transport de France, avec une présence particulièrement forte sur les routes et les aéroports tout en développant son activité dans le secteur des énergies renouvelables. Le point faible principal de Vinci, c'est sa dépendance à la France en cas de risque politique, avec 43% de son activité réalisée en France, avec des contrats solides et qui devraient être relativement résilient tout de même si un jour une nationalisation devait arriver, mais qui perdrait quand même une belle machine à cash avec de juteuses marges générées par ces concessions d'autoroutes. Vinci, ça reste tout de même un groupe qui est solide fondamentalement avec de bons résultats en accord avec les attentes du marché au premier trimestre 2024. On note quand même plus 5% de croissance sur son chiffre d'affaires et des revenus de concession qui sont tirés vers le haut grâce à cette division Vinci Aéroport qui a réalisé plus 14%. Dont on attend aussi sa publication semestrielle pour ce 25 juillet prochain. Sur 2024, on peut s'attendre à plus 5,5% de croissance sur ses bénéfices, ce qui est très correct dans ce contexte de marché difficile pour la construction, notamment en France. Alors maintenant, si on veut aller plus loin dans le raisonnement, on peut calculer un facteur de bénéfice anticipé pour estimer si l'entreprise elle est chère ou pas relativement à ses bénéfices. Ici, moi, j'arrive grâce à l'application des investisseurs pragmatiques à x12,2. Ce qui est quand même acceptable car comparé à son historique de ces dernières années, son PE ratio est attractif aujourd'hui pour l'entreprise. Donc aujourd'hui, étudier un achat sur Vinci peut bien sûr se considérer en acceptant un risque de 21%, complètement acceptable pour un portefeuille géré en bon père de famille. Aujourd'hui on a aussi des principaux analystes financiers qui suivent le titre, qui anticipe plus 30% quand même de croissance sur ce semestre qui arrive avec un prix cible moyen à 138 euros l'action. Cependant, pour Vinci, mon avis personnel, il est neutre à date pour l'action car je souhaite utiliser mes munitions pour augmenter mon exposition sur d'autres industries et zones géographiques dans ce contexte de risque politique français et ce en ayant conscience des bons fondamentaux qu'il faut reconnaître car Vinci aujourd'hui répond clairement à un besoin et délivre des services de qualité à des centaines de millions de clients dans le monde. On enchaîne avec Verallia, cette moyenne capitalisation française de 3,4 milliards d'euros qui affiche moins 16% de performance sur un an glissant qui s'explique en grande partie par un avertissement significatif de ses résultats de 2024 avec une reprise plus lente que prévu de son activité. Ainsi, elle abaisse son EBITDA. En anticipé, on passe de 1 milliard à 875 millions. En termes de bénéfices, ça se traduit par un bénéfice attendu sous les 400 millions d'euros de bénéfices. Son business, tu le connais peut-être, c'est le verre comme son nom l'indique, Verallia, avec l'industrie qui est porteuse à moyen et long terme. Tout ça grâce à une demande croissante pour des verres de qualité et recyclables. Pour les bouteilles de vin par exemple, la nourriture, les spiritueux, les champagnes, mousseux ainsi que les bières et autres boissons. Elle réalise aujourd'hui un quart de son chiffre en France avec la demande sur le vin qui est quand même un segment qui est assez résilient car les Français consomment du vin en toute période économique, que ce soit en phase de croissance ou de récession. Donc c'est un groupe principalement actif en Europe, en Italie, en Espagne, en Allemagne, avec des ambitions internationales. Le top management aujourd'hui de Verallia, il tient à rassurer suite à sa reprise plus lente que prévue, car la tendance moyen et long terme, elle reste bonne. Moi-même, je reste confiant que ce groupe a la capacité de remonter à moyen terme, parce que Verallia a quand même un large éventail de gamme de clients fidèles, fragmentés sur l'industrie des matériaux,
qu'on peut qualifier de segment défensif, même en cas de ralentissement économique. Le tout avec des offres premium aussi qui permettent de faire une marge qui est intéressante sur ce business du verre, sachant que son activité, elle est quand même portée par une hausse en part de marché. Et ça, c'est intéressant parce que quand il y a des bas de cycle, si l'entreprise arrive à prendre plus de parts de marché, c'est un bon indicateur pour le prochain haut de cycle. Donc voilà, dans les spiritueux et les bières, on a quand même des nouveaux marchés qu'elle adresse aujourd'hui qui sont prometteurs, notamment en Amérique latine. Aussi pour Verallia, point important, on va surveiller son entrée dont les résultats sont attendus sur le marché premium, on va dire, des États-Unis, qui redonnerait le sourire clairement à ses actionnaires potentiellement à partir de 2025. Donc ici avec Verallia, on est sur une opportunité d'achat d'actions value, donc pour valeur en bon français. Donc aujourd'hui, payer un facteur de bénéfice sous les x10 pour une entreprise à potentiel à moyen et long terme, c'est quelque chose qui me paraît cohérent sur un segment qui est défensif. Donc oui, là on a un bon nombre d'analystes financiers qui restent quand même très positifs en moyenne. On a 47 € de prix cible moyen, on a quand même un potentiel de 61, à condition bien sûr d'accepter son risque qui est plus élevé, de moyenne capitalisation, il est autour de 42% quand même. Donc oui, là ça correspond pas à tout le monde, ça correspond pas à tous les portefeuilles. Après oui, ce risque qui peut paraître élevé peut aussi être compensé sur certains portefeuilles par d'autres titres qui permettent de réduire le risque global du portefeuille. Ensuite, avant de te parler de mon opportunité de l'été, on va parler de Eli Lilly et compagnie, un acteur majeur des produits pharmaceutiques mondial qui pèse 852 milliards de dollars, qui cote au S&P 500, l'indice américain des 500 plus grandes capitalisations, et qui affiche plus 112% de performance sur ses 12 derniers mois roulants. Ce groupe pharmaceutique, il est spécialisé dans le traitement de l'ostéoporose, donc la maladie du squelette qui se caractérise par une diminution de la masse des os. Elle a aussi des traitements contre le diabète qui sont quand même utilisés également pour lutter contre l'obésité. Avec le momentum qu'on connaît là-dessus, avec notamment un de ces médicaments qui est phare chez Eli Lilly, qui est Zepbound. Et ça, elle le propose entre autres solutions contre des problèmes de croissance aussi, de l'oncologie, des médicaments contre les maladies immunitaires et neurologiques aussi. Eli Lilly affiche une forte exposition de son chiffre d'affaires aux USA, ce qui est quand même intéressant pour aller chercher une exposition sur son portefeuille à la croissance américaine dans l'industrie pharmaceutique. En termes de résultats, Eli Lilly nous a délivré de bonnes publications. On a un top management qui se montre quand même assez confiant pour les semestres à venir avec sa prochaine publication qui est prévue pour le 8 août prochain. Et il y a de quoi attendre de bons résultats avec de nouvelles acquisitions à potentiel. On a des solutions anti-inflammatoires qui sont très demandées et rentables, ainsi qu'une solution approuvée ce 2 juillet dernier d'un médicament qui lutterait avec une bonne efficacité contre la maladie d'Alzheimer. Dans ces conditions, une croissance assez impressionnante sur ses bénéfices est anticipable avec le double de ses bénéfices attendus en 2024, suivi d'une croissance anticipée de 30% par an à moyen terme. Voilà, c'est quand même très impressionnant de ce type de projection en termes de bénéfices pour Eli Lilly et compagnie. Donc aujourd'hui, on comprendra que l'entreprise, elle reste très chère fondamentalement. On est à x71 de facteurs de bénéfices, c'est pas rien. Voilà, c'est sur ce qui est anticipé pour la fin de l'année. Après, bien sûr, si on va plus loin dans l'analyse et qu'on se projette sur 3 ans, on arrive à x42. Alors, c'est un facteur de bénéfice qui est élevé et ça suppose que l'entreprise conserve une croissance soutenue horizon 2030. Donc là, avec ces hypothèses, ça va être une bonne opportunité à moyen terme, voire à long terme qui serait intéressante. Mon principe personnel pour Eli Lilly, il serait à 1500 $ horizon 3 ans, sachant que je m'attends à que l'entreprise annonce un split ces prochains mois. À ce moment-là, il faudra bien sûr diviser le prix par le facteur du split, qui sera bien sûr compensé en nombre d'actions pour ces actionnaires qui s'exposeront à la croissance pharmaceutique américaine. Et comme d'habitude, il faudra accepter un certain niveau de risque. Ici, il est de 36% pour l'action Eli Lilly, ce qui me paraît acceptable dans ces conditions pour le marché américain sur mon CTO, vu le momentum sur ces solutions anti-diabète, anti-obésité et neurologique. Maintenant, vu que c'est l'été et que beaucoup d'entre vous vont pouvoir lever la tête du boulot et se mettre à réfléchir à leur stratégie d'investissement à moyen et long terme pour protéger et faire croître leur patrimoine, je t'annonce que je vais réouvrir mes créneaux pour du coaching payant en individuel, en visio, en direct avec moi dès le 20 juillet et ce pendant tout le mois d'août. Ce sera réservé aux membres de mon programme des investisseurs pragmatiques. Donc aujourd'hui, c'est le moment idéal pour te former à l'investissement pragmatique et éviter les erreurs de débutants.
Donc voilà, tu pourras bien sûr t'inspirer de ma stratégie d'investissement personnel qui évolue dans cette période unique de risque politique en France et d'élections américaines qui approchent. Donc maintenant, si tu veux avoir accès à tous mes changements de stratégie pour t'aider à protéger ton patrimoine ainsi que mes portefeuilles PEA et CTO, je t'invite donc à nous rejoindre dans notre club privé avec mon programme complet qui inclut la formation, l'application, le club privé et mes lives mensuels. Le tout, c'est accessible à vie et sans abonnement. Pour en savoir plus, c'est sur mon site web guistin.com. Donc voilà, si tu nous rejoins maintenant, tu seras éligible à des coachings en individuel avec moi pour que je t'aide à protéger ton patrimoine. Sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao!